Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Simplicure que nous sommes heureux de présenter aujourd'hui sur les intérêts de la micronutrition et de la phytothérapie dans l'accompagnement du leaky gut syndrome. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de Sylvain Buroni. Bonjour Sylvain, Bonjour, bonjour vous à allez bien? tous. Très bien et vous? Très bien aussi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes docteur en pharmacie et spécialisé en phytonutrition. Je vais vous laisser vous présenter un peu plus juste après. Mais avant ça, quelques petits rappels sur le fonctionnement de Big Marker. Donc, vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions sur la droite de votre écran, donc dans les rubriques soit discussion, soit Q&A, et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Surtout, ne pas hésiter. Eh bien, écoutez, Sylvain, je vous laisse la parole et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc effectivement, donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Sylvain Buroni, je suis pharmacien, chargé d'enseignement, et vous voyez à l'écran effectivement les différentes structures dans lesquelles je peux intervenir. Je suis chargé donc d'enseignement en micronutrition à la faculté de pharmacie de Marseille. Plus proche pour la Belgique, je suis également chargé d'enseignement donc au CERDEN, le Centre européen pour la recherche, le développement et l'enseignement donc en nutrition et en nutrithérapie. Et d'ailleurs, d'ici quelques jours, un nouveau programme de phytothérapie va commencer. Parallèlement, je suis chargé d'enseignement donc à ISUPNAT, qui est l'Institut supérieur donc de naturopathie, précisément donc sur l'antenne de Marseille également, et j'interviens à l'APTN, donc ça c'est localisé en Suisse, près de Lausanne. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui prend sens dans le monde de la naturopathie pour les thérapeutes, mais d'une façon générale dans la prise en charge du consultant ou du patient, qui est donc l'accompagnement du leaky gut syndrome qui se traduit par le syndrome de l'intestin qui fuit. Et donc aujourd'hui, c'est de vous énumérer, alors bien sûr, c'est un parti pris que d'avoir sélectionné les accompagnements majeurs, mais l'intérêt et les intérêts de la micronutrition et de la phytothérapie dans l'accompagnement de ce syndrome si particulier. Donc, dans le sommaire et le déroulé donc, de cette thématique et de ce webinaire, nous allons aborder quelques rappels sur la barrière intestinale. Nous allons rappeler ce qu'est véritablement donc, le leaky gut syndrome. Nous allons correctement et rapidement citer l'importance du bol alimentaire pour davantage nous concentrer sur les intérêts de la micronutrition et de la phytothérapie, bien entendu, appuyés d'études scientifiques plus ou moins récentes, mais généralement, je fais attention à prendre des études quand même assez récentes, voire très récentes. Et à la fin donc, de ce webinaire, nous pourrons voilà, interagir ensemble par rapport à vos questions éventuelles. Donc, en premier lieu, quelques rappels quand même sur la barrière intestinale pour situer le sujet. Donc, au niveau de la barrière intestinale, vous avez différents constituants. Donc, le premier d'entre eux, en tout cas le premier cité, est l'épithélium intestinal. Donc, comme vous le savez, l'intestin est formé donc d'une monocouche de cellules épithéliales intestinales, dont majoritairement des entérocytes. Et donc, cet épithélium intestinal se renouvelle tous les 3 à 5 jours. On peut donc comprendre, juste sur cette information, que comme le renouvellement quand même est très rapide, moins d'une semaine, cela nécessite automatiquement une énergie importante et donc une base nutritionnelle importante pour que ce renouvellement soit opérant. L'épithélium intestinal mesure 5 à 8 mètres, donc il y a une grande surface de contact. Bien entendu, il est essentiel à différentes fonctions, donc au niveau de la digestion, l'absorption des nutriments, les échanges d'eau, d'électrolytes, la synthèse d'hormones intestinales et autres. Et cet épithélium intestinal, au-delà de ses fonctions, il reste un composant essentiel de cette barrière, tant sur un plan biochimique que sur un plan physique, par rapport à la diffusion des agents pathogènes, des toxiques et autres allergènes. Entre ces cellules intestinales, comme vous le savez, on parle souvent de jonctions serrées, mais on devrait davantage parler de jonctions cellulaires, qui sont situées donc entre les entérocytes et entre les cellules intestinales. Et ces jonctions cellulaires font partie effectivement des composants essentiels à la barrière dite physique au niveau intestinal. Et donc sur ces jonctions cellulaires, vous avez différentes sous-jonctions, je dirais, avec les jonctions serrées, les jonctions adhérentes, les desmosomes et les jonctions communicantes.
Ça sous-entend que comme nous avons différents types de jonctions cellulaires, nous avons forcément différents types de fonctions et c'est l'ensemble de ces jonctions cellulaires qui contribuent à cet élément de barrière. Autre composante de la barrière intestinale, donc vous avez le mucus. Ce mucus est constitué de mucine, il est constitué de peptides antimicrobiens, d'enzymes et d'immunoglobulines A, qui sont les anticorps que nous retrouvons donc au niveau de nos barrières physiques, tant sur un plan intestinal qu'au niveau donc pulmonaire qu'au niveau cutané. Donc ce sont des anticorps très importants pour nous protéger des agressions extérieures. Et ce mucus a une viscosité particulière qui permet donc d'éviter l'invasion des pathogènes pour éviter donc de traverser la barrière et de les retrouver dans l'organisme. En revanche, il arrive à filtrer des molécules qui ont une taille supérieure à 1 micromètre. Automatiquement, les bactéries sont correctement filtrées, je dirais, en revanche, les virus qui ont davantage une taille nanométrique peuvent traverser justement ce mucus très facilement. Et donc, ça joint l'importance de contrôler la présence des nanoparticules quand nous consommons des aliments ou quand nous consommons des compléments alimentaires, puisque qui dit nanoparticules dit taille nanométrique. Malheureusement, ces molécules peuvent traverser insidieusement le mucus et d'une manière générale la barrière intestinale. Je vais y revenir dessus juste après. Et donc, sous cette barrière, donc le mucus, l'épithélium intestinal et les jonctions cellulaires, nous avons ce système immunitaire qui est très présent, vous le savez. Environ 70% du système immunitaire périphérique se trouve derrière la barrière intestinale. En tout cas, il en fait partie, mais derrière l'épithélium intestinal, pour être plus précis. Et donc, nous avons une variété de cellules immunitaires très différentes, tant des cellules de l'immunité innée que des cellules du système immunitaire adaptatif. Et donc, c'est cette interconnexion entre ces différents éléments donc de la barrière intestinale qui fait que nous pouvons avoir une certaine homéostasie. Et bien entendu, dernier composant, et nous allons y venir, donc de cette barrière intestinale, qui est le fameux microbiote intestinal, hein. C'est le microbiote le plus abondant de l'organisme, hein, qui possède presque 10 fois plus de cellules à lui tout seul que celles qui forment le corps humain en entier. Rendez-vous compte. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce microbiote intestinal si particulier est considéré comme un organe à part entière. Donc il possède 100 000 milliards de bactéries, et j'insiste sur le terme commensales, sous-entendant que ce sont des bactéries qui sont propres à chaque individu. Il représente, ce microbiote, et pèse près de 2 kilos et représente un tiers du poids sec des selles. 20% de ce que nous consommons dans l'assiette est destiné à nourrir nos flores au pluriel, dont le microbiote intestinal en particulier. Et ce microbiote a des fonctions très importantes, essentielles, à savoir la fermentation des substrats, la sécrétion d'enzymes pour nous aider à digérer, la production d'acides gras à chaîne courte, c'est la slide qui va suivre, la synthèse de certaines vitamines, dont des vitamines B et la vitamine K, ou plutôt les vitamines K, et la synthèse d'acides aminés, entre autres. En revanche, ce microbiote, il est, comment dire, unique à chaque individu, tant sur le plan du nombre que sur le plan qualitatif, au niveau des familles qui font partie de ce microbiote, et il présente une empreinte unique à chaque individu. Donc, il y a cette notion d'individualisation au niveau des microbiotes propres à chaque être. Et donc, dans les conseils, on va essayer effectivement de respecter cette empreinte. Ce microbiote sécrète des acides gras donc à chaîne courte, notamment les fameux butyrates, acétate et propionate. Donc, vous avez effectivement deux illustrations. Celle de gauche, c'est l'impact de ces acides gras à chaîne courte sécrétés par le microbiote dans tout l'organisme, à savoir que quand ces acides gras à chaîne courte traversent la barrière intestinale, ils peuvent circuler et atteindre différents organes, comme le cerveau, puisque cela peut effectivement réguler l'appétit. Cela peut atteindre le foie, à la limite c'est plus proche, hein, parce qu'on sait que le foie suit donc l'intestin, à savoir pour aider à augmenter donc les acides gras, et c'est très intéressant notamment dans les stéatoses hépatiques non alcooliques. Cela peut également augmenter l'oxydation des acides gras dans les muscles,
pour une personne qui serait en surpoids ou qui malheureusement tendrait vers l'obésité. Cela peut augmenter la sensibilité à l'insuline qu'on peut avoir effectivement comme accompagnement donc, dans le diabète, et c'est d'ailleurs l'objet de la prochaine thématique que nous aborderons ensemble au mois de novembre, et donc avoir effectivement d'autres impacts sur le tissu adipeux et sur le système nerveux ou encore cardiovasculaire. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, chouchouter ses intestins prend son sens quand on doit accompagner une pathologie sous-jacente, on va dire plus chronique et plus invalidante. En revanche, sur le schéma de droite, vous voyez des rectangles de couleurs différentes. Chaque rectangle correspond à des familles bactériennes différentes. Et ce schéma illustre en fait les différentes étapes qui contribuent à synthétiser ces acides gras à chaîne courte. Cela sous-entend dans l'illustration que pour produire, comme vous le voyez au niveau donc de la souris, des butyrates, des acétates et des propionates, donc vous voyez les carrés un peu rougeâtres, ici, ici et ici, il faut toute une panoplie de familles bactériennes différentes pour arriver à synthétiser ces 3 molécules essentielles. Sous-entendant que quand on fait un conseil et qu'on donne par exemple des probiotiques, cela ne représente que finalement quelques familles parmi les centaines de familles qui colonisent nos flores commensales, et que c'est uniquement par cette variété bactérienne commensale, encore une fois, que nous allons pouvoir produire ces acides gras à chaîne courte et donc obtenir les effets que nous recherchons donc sur l'illustration de gauche. Donc c'est un peu effectivement cette variété que l'on doit mettre en avant pour obtenir les effets que nous recherchons. Cela étant, passé effectivement ces quelques rappels assez sommaires et assez rapides également sur les composantes de la barrière intestinale, nous sommes soumis à rude épreuve par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à nos différents modes de vie. Donc cette barrière, en fonction des facteurs environnementaux, ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques, donc vraiment des composants qui vont moduler l'expression de nos gènes et moduler les fonctions de l'organisme, les polluants environnementaux, les nanoparticules, les émulsifiants, les fameux polysorbates qu'on retrouve beaucoup dans les formes liposomales aujourd'hui, malheureusement, la mauvaise alimentation, la carence en nutriments, les infections, la prise de médicaments, des antibiotiques, des hormones et autres, vont altérer un ou plusieurs composants de la barrière intestinale que je viens de citer. Malheureusement, ces altérations vont contribuer à créer des brèches et donc contribuer à l'apparition d'une sorte de perméabilité, donc le fameux syndrome de l'intestin qui fuit, faisant traverser et faisant fuir des allergènes, des toxiques et des polluants à travers la barrière pour se retrouver dans le système lymphatique et dans la circulation et qui vont se disséminer dans tout l'organisme. Ça, ce sont des applications beaucoup plus globales, mais c'est aussi se dire que derrière la barrière intestinale, vous avez un système immunitaire que je vous ai présenté qui est très présent. Ce système immunitaire, comme j'aime le dire, va recevoir un peu la foudre et va recevoir des informations très nocives. Cela peut changer son comportement, à le rendre beaucoup plus inflammatoire et beaucoup plus oxydant. Et donc, on a corrélé, en tout cas, les auteurs d'études ont corrélé que ce leaky gut syndrome va perturber le système immunitaire sous-jacent, et c'est un facteur étiologique majeur d'apparition d'auto-immunité. Donc automatiquement, quand on fait un conseil sur des pathologies inflammatoires chroniques, quand on fait un conseil sur des problématiques auto-immunes, certes récentes ou malheureusement beaucoup plus anciennes, il est très important de prendre en compte ces facteurs causaux possibles sur l'apparition d'un syndrome de l'intestin qui fuit, et c'est quelque part les premiers éléments à mettre en avant. Ce leaky gut syndrome, malheureusement, stressant ce système immunitaire intestinal, mais en ayant un impact dans tout l'organisme, est associé, vous avez la bibliographie, si ça vous intéresse de découvrir ces informations plus en détail, il est associé à différentes pathologies. Forcément, quand l'intestin est poreux, lorsque l'intestin est perméable, les éléments fuient à travers et on va prioritairement les retrouver dans le foie. Donc il n'est pas illogique que malheureusement ce leaky gut syndrome soit associé à des surcharges hépatiques, à des candidoses systémiques et à de la dyspepsie, donc des troubles digestifs quand même assez importants. Mais on peut avoir effectivement un impact tant sur la fatigue que sur des troubles neurologiques. Nous l'avons vu
au point numéro 6 sur des troubles endocriniens et hormonaux, parce que nous avons effectivement abordé l'endométriose donc au mois de juin ensemble. Donc, je n'ai pas forcément développé cette partie étiologique parce que c'était la thématique du jour, mais cela peut être également incriminé. Dans le cadre effectivement de développement d'inflammation articulaire, d'inflammation dermatologique, de maladies auto-immunes et de cancer. Donc vous comprenez bien que le spectre de répercussions est très très large et qu'il convient aujourd'hui de prendre en compte d'autant plus ce syndrome si particulier. Donc soit on est professionnel de santé, notamment médecin, et on peut suggérer des analyses pour effectivement estimer si la personne serait atteinte d'un syndrome donc de perméabilité. Quand on est naturopathe, on n'a pas forcément la compétence de pouvoir prescrire ces analyses. En revanche, dans notre anamnèse, on peut poser certaines questions. Alors, c'est un parti pris que d'estimer si la personne présenterait un syndrome de l'intestin qui fuit, mais par rapport à certaines questions très ciblées, on peut essayer un petit peu de dégrossir la chose. Et donc, vous avez à votre disposition des questions que vous pourriez poser, que vous pourriez mener dans votre anamnèse, à savoir, bonjour monsieur, j'aimerais un peu comprendre votre situation, bonjour madame, est-ce que vos selles sont plutôt molles, sont plutôt liquides? Est-ce que vous seriez plutôt fatigué en ce moment? Est-ce que cette fatigue persiste depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois? On va tenter d'estimer si c'est une fatigue chronique. Le leaky gut syndrome serait associé à un risque de dépression, une certaine frilosité, irritabilité, stress, inflammation digestive, comme je viens de citer, mais des inflammations généralisées également. Est-ce que la personne est sujette à avoir un système immunitaire si fatigué que cela risque d'occasionner la survenue d'infections à répétition? Une peau sèche, des brûlures urinaires, fragilité des fanères, brûlures oculaires, larmoiement. Moi, j'aime beaucoup le dernier symptôme qui apparaît, la gingivite. Est-ce que quand vous vous brossez les dents, vous avez tendance à saigner? Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous avez tendance à avoir la salive un peu colorée? Donc, effectivement, tous ces symptômes ne sont pas forcément issus d'un leaky gut syndrome, mais en tout cas, ils peuvent en découler. Et donc, automatiquement, c'est une anamnèse qui peut participer à mieux cibler les accompagnements que nous devrions mener tant par l'assiette que par une supplémentation phytonutritionnelle. Et donc, que ça soit donc par l'assiette ou par une supplémentation, nous devons apporter un ensemble de nutriments essentiels. Très important, c'est cette synergie nutritionnelle qui va contribuer à ce que ce leaky gut syndrome à gauche puisse tendre vers une barrière intestinale suffisamment équilibrée pour éviter que justement ces molécules disgracieuses puissent fuir à travers l'intestin. Donc nous avons besoin d'acides aminés, nous avons besoin de fibres, de polysaccharides, nous avons besoin d'acides gras polyinsaturés, de vitamines bien équilibrées les unes avec les autres, hein. Il n'y a pas besoin que de vitamine B ou que de vitamine D. Nous avons besoin de vitamine D et de vitamine B. Donc, il faut toujours respecter cette synergie totale. Et donc, si ce n'est pas possible à travers l'assiette, peu importe les raisons, et que vous entrevoyez effectivement de suggérer des accompagnements phytonutritionnels, donc je présente le laboratoire Holistica avant de vous présenter donc les outils que nous proposons, à savoir que donc Holistica est un laboratoire qui existe donc depuis presque 40 ans et qui est situé près d'Aix-en-Provence dans le sud de la France pour ceux qui nous connaissent. Les formules qui vous sont proposées donc contiennent des extraits titrés de plantes, de champignons, d'algues ou de fruits, dont sont issus les vitamines, les minéraux, les oligoéléments et les acides aminés que je viens de vous lister juste avant, de sources naturelles, et dont l'extraction se fait soit à l'eau, si on a des actifs hydrophiles, ou soit selon un mélange hydroalcoolique, quand vous êtes face à des actifs lipophiles. Les curcuminoïdes, par exemple, sont très lipophiles, donc il faut une extraction hydroalcoolique pour pouvoir les obtenir. Et donc, nous n'avons pas recours à des solvants de synthèse tels que l'acétone, le chloroforme ou le cétate d'éthyle, qui sont des solvants pas forcément sains pour notre organisme, hein. Nous n'avons pas donc dans nos formules des nanoparticules ou des excipients controversés tels que les polysorbates que j'ai rapidement énumérés juste avant, ou les PEG, très importants. Et nous réalisons donc des contrôles analytiques que je vais vous présenter juste après pour éviter de retrouver des perturbateurs endocriniens ou des polluants dans les ingrédients que nous proposons dans nos formules.
Donc, premier accompagnement, c'est bien entendu de prendre en compte l'équilibre acido-basique. C'est l'une des règles phares qu'on vous propose et qu'on vous mentionne et qu'on vous enseigne dans les écoles de naturopathie, tout du moins pour ceux qui sont naturopathes, hein, mais d'une façon générale, c'est un conseil essentiel. Comme vous le constatez sur la droite, nous avons des organes qui fonctionnent à des pH très différents. pH 2 à 3 pour l'estomac, donc très acide, hein. L'épiderme reste acide également, mais un pH un peu moins acide, plutôt autour de 5,2. En revanche, le pancréas fonctionne à pH très alcalin à 8,2. Et dans le système intestinal, vu qu'on a l'intestin grêle qui fait suite à l'estomac, son pH est encore acide, autour de 6, mais dès qu'on arrive au niveau du côlon et du gros intestin, le pH tend à devenir alcalin, se situant entre 7 et 8. Et malheureusement, quand nous n'avons pas un pH stable, il est, il est possible que cela entraîne, que cela rompe donc la barrière intestinale et favorise la survenue d'un leaky gut syndrome. Et donc, il est très important de pouvoir aider au maintien des pH de chaque organe. Pour ce faire, il est possible de retrouver donc dans la nature, des sources de minéraux acido-basiques. Par exemple, dans le lithotame, je pense que vous connaissez, donc qui est une petite algue aux allures coralliennes qui arrive donc à fixer les minéraux alcalinisants de la mer. Donc vous avez notamment du magnésium et du calcium sous forme de carbonate, naturellement alcalinisants, mais on retrouve également des oligoéléments qui aident à cette fonction tampon, avec du zinc, avec du fluor, du manganèse, du cobalt, des alginates, de la vitamine C. Alors certes, bien sûr, pas comme dans le kiwi, mais on retrouve des traces de vitamine C naturellement. Cela aide à soutenir donc le fonctionnement normal des enzymes digestives, aide à la cohésion de la barrière intestinale, et on sait très bien que quand on a une acidose, cela peut contribuer à lutter naturellement contre le candida albicans. En revanche, quand vous faites un accompagnement, une alimentation dite alcalinisante, comprenez bien que certains organes, hein, ont besoin de rester acides. Donc cela sous-entend que dans votre accompagnement, vous devez effectivement apporter des minéraux alcalinisants, mais vous devez également prendre en considération la présence de minéraux plus acidifiants. Et c'est de cette manière que vous allez apporter un certain tampon. Et donc, pour apporter des minéraux acidifiants, qui l'eût cru, effectivement, c'est dans l'argile qu'on va pouvoir aussi en trouver, puisque l'argile apporte des silicates faisant partie de la famille des smectites, et les silicates sont naturellement acidifiants. Et donc, en apportant du lithotame et en apportant de l'argile, vous allez apporter un spectre minéral d'envergure pour aider à tamponner le pH acido-basique. Au-delà de cette propriété tampon qu'on lui connaît peu, l'argile possède des propriétés qui, par contre, elles, sont beaucoup plus connues. Donc des propriétés d'absorption et d'adsorption au niveau des entérotoxines de bactéries, de virus ou d'autres substances diarrhéogènes, aidant à réduire l'inflammation locale et soutenant la qualité du mucus. En revanche, c'est une réglementation qui existe depuis plusieurs années. Il faut veiller à la qualité de l'argile, puisque je vous mentionne, et peut-être que vous le savez ou non, mais que les argiles, réglementairement, ne s'utilisent que par usage externe. Donc le conseil de grand-mère qui dit: «Vous allez prendre de l'argile verte, vous allez mettre une cuillère à café ou une cuillère à soupe dans un verre d'eau, vous allez laisser décanter. Vous allez boire le surnageant pour les minéraux, pour la vitalité ou toute autre application, hein». Donc c'est pas remettre en cause les propriétés intrinsèques de l'argile, c'est remettre en cause malheureusement les milieux dans lesquels elles se sont développées, des milieux qui sont possiblement souillés par la pollution environnementale. Que voulez-vous, on est en 2024, malheureusement c'est une réalité, et que dès lors que les argiles sont, comment dire? Récoltées en vrac et ne sont pas nettoyées, elles sont suffisamment souillées en polluants qui ont poussé les autorités à mentionner que nous devrions les utiliser que par un usage externe. À partir du moment où un opérateur souhaite donc les mettre dans une gélule destinée à un usage interne, il doit, comme sur la partie de droite, je vais vous présenter Propargil juste après, mais c'est le but d'une analyse de notre Propargil. Sur la partie de droite, vous avez donc une analyse qui est réalisée par un laboratoire indépendant, donc par Eurofin, et donc vous avez le nom du produit Propargil et vous avez effectivement la date d'analyse. Donc ça, c'est l'un de nos 3 derniers lots, donc c'était en 2020, mais c'est exactement ce qu'on fait pour les lots suivants, hein. Donc vous avez une analyse qui justifie que dans l'argile en question, vous voyez ici, on mesure les métaux lourds, le plomb, le cadmium, l'arsenic et le mercure. Nous avons moins de 3 ppm de ces métaux lourds
dans l'argile qui a été récoltée et mise en œuvre dans la gélule de Propargile. Et parce que nous pouvons justifier par des analyses issues de laboratoires indépendants la présence de moins de 3 ppm de ces métaux lourds, il est possible de l'ingérer. Auquel cas, si l'opérateur qui propose une argile ne vous mentionne pas une analyse du type, c'est très certainement que l'argile, malheureusement, contient des polluants et contient des métaux lourds. Elle ne doit pas être ingérée. Donc moi, j'aime mentionner la phrase suivante, hein. Monsieur, madame, quand vous allez boire votre verre qui contient de l'argile et que vous allez boire le surnageant pour les minéraux et la vitalité, très certainement que vous allez consommer des minéraux pour la vitalité, mais vous risquez de consommer très certainement également des métaux lourds qui risquent d'encrasser votre organisme. Donc, deux poids, deux mesures. On ne remet pas en cause les propriétés de l'argile, mais on fait très attention au type d'argile, à sa provenance, aux analyses que peuvent réaliser les opérateurs qui vous la proposent. Et c'est uniquement avec ces informations générales qu'on va pouvoir, de façon très sécurisée, proposer l'argile en question au consommateur par voie orale, auquel cas ça sera par usage externe. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, depuis 2003, les autorités mentionnent qu'il n'est pas, qu'il n'est pas conseillé de recommander de l'argile pour les femmes enceintes, je cite, devant le risque de toxémie par rapport aux polluants que les argiles contiennent par rapport à la grossesse. Cette information existe depuis plus de 20 ans. Donc, vraiment, je me permets d'insister, vous l'aurez compris, par rapport à ces informations, c'est un peu le dogme de la naturopathie qui s'effrite, mais c'est une réalité malgré tout et nous devons la prendre en considération. Autre étude, à l'appui, donc dans cette étude clinique randomisée qui a été réalisée auprès d'enfants atteints de purpura abdominale, la consommation d'argile montmorillonite a contribué au maintien de la barrière intestinale en éliminant les toxines qui étaient sécrétées par les bactéries dysbiosiques et en même temps en réduisant l'acidose lactique issue de ces mêmes bactéries dysbiosiques. De cette manière, cela a pu contribuer à soulager les symptômes qu'ont rencontrés malheureusement ces enfants atteints de purpura abdominale. Et vous voyez, la publication date de septembre 2018, donc c'est une publication quand même assez récente. Autre composant, la propolis, très intéressante sur un plan digestif, hein. Donc vous savez que la propolis, donc le terme pro signifie devant et polis signifie la ville, puisque c'est une matière que fabriquent les abeilles à l'entrée des ruches, pour dire entre guillemets devant la ville, hein. Donc à l'entrée des ruches, donc c'est très phyto, hein, mais c'est une substance que fabriquent les abeilles pour éviter que la ruche soit souillée par les polluants environnementaux. De cette manière, en récoltant une propolis très résineuse, contenant naturellement des polyphénols, notamment des flavonoïdes, on va pouvoir récolter ces métabolites secondaires que les abeilles ont réussi à fabriquer pour pouvoir jouir de leurs effets, de leurs propriétés, hein. Et c'est grâce à ces polyphénols si particuliers que nous allons pouvoir renforcer l'intégrité de la barrière intestinale, puisque ces polyphénols présentent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces polyphénols présentent des propriétés naturellement immunomodulatrices pour équilibrer le fonctionnement du système immunitaire intestinal qui serait perturbé par rapport à un leaky gut syndrome. Mais on connaît les propriétés nombreuses antimicrobiennes de la propolis. En revanche, des propriétés qu'on lui accorde peu, c'est cette faculté à naturellement renforcer l'intégrité des jonctions serrées et des jonctions cellulaires entre les entérocytes et avoir ces formidables propriétés antimicrobiennes contre les bactéries dysbiosiques qui sont à l'origine de ballonnements, de gonflements, de putréfaction, de météorisme. Donc vous voyez, ce spectre d'activité, il existe puisqu'il a été reconnu dans cette méta-analyse publiée en 2020, donc regroupant 8 études différentes, des études précliniques et des études cliniques. Et donc la propolis est un maillage essentiel dans le conseil, en tout cas supposé contre un leaky gut syndrome. Et dernier élément que je peux vous citer, en tout cas en premier lieu, c'est cette fameuse glutamine. Peut-être certains ont pensé, Monsieur Buroni nous parle du lithotame, de l'argile, de la propolis, mais moi dans mes conseils, le premier ingrédient que je recommande, c'est la glutamine. Alors, oui et non, on va faire attention. Effectivement, en propriété, la glutamine en elle-même, c'est quand même l'acide aminé le plus abondant de l'organisme, contribue à des fonctions essentielles sur le maintien de l'intégrité de la barrière intestinale, à savoir maintenir la conformité des jonctions serrées,
soutenant l'immunité intestinale, puisque grâce à la glutamine, une sorte de carburant, on arrive à synthétiser les immunoglobulines A et on aide à réduire les cytokines inflammatoires. Ça contribue à lutter contre le stress oxydatif, c'est un précurseur du glutathion, et l'apoptose au niveau donc des cellules intestinales, d'autres fonctions associées. En revanche, vous avez, ce que moi j'enseigne d'ailleurs en école de naturopathie, c'est l'une des règles phares de la nutrition, cette notion de facteur limitant. Vous avez ici une illustration, donc ce qu'on appelle un tonneau de Liebig. Donc c'est une illustration qui existe depuis de très nombreuses années, où ce tonneau est constitué de lattes représentant le tonneau des protéines, celles qui constituent donc les jonctions serrées donc entre les entérocytes, et ces protéines sont constituées d'acides aminés. Ce tonneau est constitué de lattes. Les lattes vont être à des niveaux différents, l'apport en acides aminés sera différent en quantité et en nombre, et donc le niveau de l'eau va devoir et s'arrêtera au niveau de la latte la plus basse, sous-entendant que vous aurez beau apporter pléthore d'acides aminés, pléthore de glutamine, et les opérateurs sont assez forts quand même pour vous mentionner, ben moi j'ai 1 gramme, moi j'ai 2 grammes, moi j'ai 3 grammes, ou moi j'ai 5 grammes. Certes, ce n'est pas la course aux mathématiques. Si il nous manque une latte, qu'il nous manque un acide aminé, le niveau de l'eau va descendre irrémédiablement, la fabrication des acides aminés va descendre et va s'arrêter irrémédiablement. Et tant que nous n'apportons pas l'ensemble des acides aminés essentiels contribuant à la fabrication des protéines, nous ne serons pas en mesure de pouvoir refabriquer les éléments constituant les jonctions cellulaires, entre autres. Et c'est cette notion de réparation, entre guillemets, intestinale qui ne pourra pas s'observer de par ce facteur limitant. Donc vous me direz, c'est très scolaire ce que je vous mentionne. Alors certains d'entre vous connaissent très bien ces informations, peut-être que pour d'autres, effectivement, c'est important d'avoir ces rappels. C'est publié, ni plus ni moins. Donc ici, vous voyez en novembre 2018, donc ça c'est l'abstract, donc c'est l'abstract, pardon, c'est le résumé de l'étude. On vous mentionne, au cours de situations cataboliques, hypercataboliques, la glutamine peut devenir essentielle pour la fonction métabolique, mais sa disponibilité peut être compromise en raison de l'altération de l'homéostasie des acides aminés intervenant donc automatiquement dans le maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. Donc, c'est très, très, très important d'avoir cette notion d'équilibre. Quand on conseille de la glutamine, en tout cas moi dans mes recommandations, déjà j'essaie d'avoir des sources naturelles, bien entendu, et j'essaie de faire en sorte que dans ces sources, on ait suffisamment d'acides aminés tout autour pour que l'ensemble puisse contribuer à réparer ce qu'il doit être réparé. Et vous voyez cette réaction enzymatique en haut à droite. Ça, c'est quelque chose de très important. Partant du principe que la personne consommerait 2, 3, 4, 5 grammes de glutamine, il y a une réaction physiologique qui s'opère. La glutamine, ici même, va apporter ses effets, ok, mais dès lors qu'il y a trop de glutamine, vous voyez, il y a une réaction enzymatique qui s'opère par une glutaminase, donc c'est une hydrolyse, et donc l'excès de glutamine non utilisable, excédentaire, pourrait être converti en glutamate. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du glutamate, je pense que ça parle à tout le monde. Donc attention, l'absence d'un acide aminé est un facteur limitant, c'est problématique, mais l'excès d'un acide aminé ou même d'une vitamine peut être tout aussi problématique sur d'autres plans. Donc toujours respecter cette notion d'équilibre, que ça soit pour les vitamines, les acides aminés, les minéraux, les oligoéléments, chaque molécule a son importance. Toutes ces informations sont recueillies et réunies, je dirais, dans notre spécialité Propargil, qui est la spécialité primaire qui a été effectivement fabriquée donc, depuis il y a 38 ans déjà. Donc c'est une formule très ancienne. Alors ça, c'est la version France. Vous avez la même version en Belgique qui s'appelle simplement Propargil Plus. Donc ce sont les mêmes éléments, entre autres. Et donc, dans Propargil, vous retrouvez le lithotame, vous retrouvez la propolis, vous retrouvez l'argile que je viens de vous citer, et vous retrouvez du pollen, qui est une source naturelle d'acides aminés, dont la glutamine, pour reprendre les informations que je viens de citer. Et donc, la synergie de tous ces éléments va contribuer au maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. L'argile et le lithotame pour réguler le pH,
le pollen et ses acides aminés et ses fibres prébiotiques par rapport au microbiote commensal, la propolis et ses polyphénols par rapport à cet effet cicatrisant et nettoyant sur les bactéries dysbiosiques. Et donc, vous avez une synergie qui effectivement est un atout, en tout cas est à votre disposition pour pouvoir, si besoin bien entendu, parallèlement à l'alimentation, accompagner vos consultants par rapport à des problématiques X ou Y. Ces propriétés doivent être partagées avec d'autres nutriments. Donc, on va ouvrir la page donc, de la mycologie avec les champignons, plutôt même de la mycothérapie. Donc, dans les champignons, on a effectivement une richesse nutritionnelle merveilleuse et notamment ces champignons contiennent des mono et des polysaccharides qui sont des sucres très particuliers mais qui sont physiologiquement vitaux pour notre système immunitaire et pour notre organisme tout court. Donc, dans notre organisme, nous avons besoin de 8 monosaccharides essentiels, un peu comme les acides aminés, un peu comme les vitamines, un peu comme les oligoéléments, nous avons besoin de sucre plus ou moins abondants, mais qui ont toute une importance pour nos fonctions physiologiques. Donc, on connaît bien sûr le glucose et le galactose, et ça, c'est un problème en soi, puisque dans notre alimentation très occidentale et très industrialisée, ce sont des éléments qui sont présents en excès. Hein. Mais nous avons besoin, en revanche, d'autres sucres comme le mannose, le xylose, la N-acétylglucosamine, la N-acétylgalactosamine, le fucose, fucose, fucus, c'est plutôt ressemblant, et l'acide salique qu'on retrouve dans le petit lait ou dans les œufs. Ces monosaccharides vont s'associer les uns aux autres pour donner des polysaccharides, donc des sucres à longue chaîne, qui sont représentés dans les schémas suivants. Donc vous voyez ici, ça date de 1995, donc ce sont des informations quand même qui ont quasiment 30 ans, très importantes. À savoir que ces sucres sont importants pour l'organisme. Ces sucres sont absorbés par les cellules immunitaires. Lorsque ces sucres sont absorbés, ils vont s'associer à des protéines donc fabriquées à partir d'acides aminés. Et donc, ce sont des éléments glycoprotéiques qui vont s'insérer à la surface des cellules de notre système immunitaire. Et ces antennes, donc ces éléments glycoprotéiques, sont essentiels pour aider les cellules de notre système immunitaire à savoir identifier tous les agents pathogènes environnants. C'est de cette manière que notre système immunitaire, notamment les cellules de notre système immunitaire inné, vont savoir reconnaître des virus, des bactéries, des toxines. C'est de cette manière qu'on va peut-être mieux reconnaître Helicobacter pylori, Escherichia coli, le papillomavirus ou des coronavirus, entre autres. Hein. Et donc, ce sont des éléments dont nous avons besoin. C'est de cette manière que notre système immunitaire, grâce à ces antennes si particulières, va peut-être mieux reconnaître les agents pathogènes et donc être un peu plus compétent, donc beaucoup plus protecteur. Donc ça, c'est orienté vers les personnes qui mentionneraient je suis malade, si j'ai attrapé quelque chose, c'est que mon système immunitaire ne m'a pas correctement défendu, c'est déjà un problème en soi. Mais si je suis tout le temps malade, je me chope toutes les infections hivernales qui existent, et en plus de ça, j'ai une symptomatique qui est anormalement élevée, ça peut sous-entendre que le système immunitaire du sujet est très certainement, si vous me voyez à l'écran, c'est un peu les lunettes sur mes yeux, c'est comme ça que je sais bien voir, mais si j'enlève mes lunettes, techniquement, ma vue est forcément réduite et je vais moins reconnaître les éléments qui sont autour de moi. C'est un peu la même analogie pour le système immunitaire. C'est un peu, on va dire, ses propres lunettes sur ses propres yeux. En tout cas, c'est une analogie qui, je pense, peut être un peu plus sens. C'est de cette manière que notre système immunitaire peut nous défendre des des pathogènes environnants en saison automnale et hivernale. Donc, sur un plan immunitaire, c'est très, très, très important. En revanche, information qui est moins importante, j'ai repris le schéma que je vous ai illustré auparavant sur la barrière intestinale. Donc, on retrouve bien l'épithélium, on retrouve bien sous l'épithélium les cellules immunitaires, on retrouve bien dans cette partie orangée le mucus, mais factuellement, qu'est-ce que nous avons dans le mucus? Je vous ai dit, nous avons des immunoglobulines. Ce sont des glycoprotéines. Dans le mucus, je vous ai mentionné que nous avons de la mucine. La mucine, c'est une glycoprotéine.
Nous avons fait un zoom sur les jonctions cellulaires que je vous ai citées, jonctions serrées, desmosomes, jonctions communicantes, jonctions adhérentes, qui sont des glycoprotéines. Ça sous-entend que si on ne prend pas en considération à sa juste valeur l'importance des sucres, non pas l'importance des sucres en excès, le terme excès est là pour le souligner, on n'en a pas besoin, ils sont présents de trop et ils sont problématiques parce qu'ils sont présents de trop, mais ne veut pas dire que nous devons les enlever intégralement au risque, malheureusement, de perturber cet équilibre et de créer factuellement un risque, en tout cas, mais de créer un syndrome d'intestin qui fuit par carence de ces éléments glycoprotéiques. Et pour aller un peu plus loin, alors ne regardez pas en premier temps les écritures qui sont sur la gauche. S'il vous plaît, regardez ce qui est sur la droite au niveau de la souris. Vous voyez ici ce qu'on appelle les bordures en brosse au niveau des entérocytes. Certes, très connu. Mais vous avez juste au-dessus de ces villosités, de ces microvillosités particulières, des sortes de petits filaments qui ne payent pas de mine, hein, qu'on appelle un glycocalyx, ça c'est le terme scientifique, mais ces filaments contiennent des glycoprotéines et contiennent des glycolipides, contiennent des éléments glyqués si importants, puisque c'est grâce à ça que cela peut freiner le contact des bactéries avec les cellules entérocytaires pour éviter que ces bactéries en rouge puissent pénétrer ici même, vous voyez, au niveau des jonctions serrées avant de les atteindre, pardon, des jonctions cellulaires, avant de les atteindre. Il y a cette petite couche, si infime soit-elle, mais si importante, et c'est la raison pour laquelle c'est présent, pour empêcher l'invasion des pathogènes à travers l'épithélium intestinal. Et donc, dans cette étude publiée en 2008, donc il y a plus de 15 ans, il a été montré que chez des Suédois, 15 000 Suédois, qui présentaient une maladie cœliaque et qui étaient hospitalisés, on a observé que l'altération de ce glycocalyx intestinal faisait malheureusement traverser les pathogènes très facilement à travers la barrière, pouvant stresser le système immunitaire sous-jacent et pouvant être un facteur de risque important dans la survenue de septicémie chez ces sujets. Donc effectivement, cette glyconutrition est très importante. Et dernière illustration, donc c'est tout simplement nos bactéries. J'ai bien dit tout à l'heure, toute personne, tout individu a un microbiote commensal unique. Il a une empreinte immunitaire et cette empreinte immunitaire est celle que je vous illustre à l'instant T. Ici, vous avez des bactéries qu'on retrouve naturellement dans le microbiote, cette fois-ci cutané, mais c'est le même exemple pour le microbiote intestinal, hein. Donc, vous avez des bactéries de différentes familles. Vous avez des staphylocoques, des mycobactéries, vous avez des corinébactéries, vous avez même des champignons, peu importe, hein. En tout cas, des éléments constitutifs commensaux donc de nos microbiotes. Et vous voyez des petits points de couleurs différentes. Vous voyez ici dans le lexique, ce sont les monosaccharides que je vous ai montrés et illustrés juste avant. Et c'est cet enchaînement propre à chaque individu, hein, de monosaccharides les uns avec les autres, mais qui ne sont pas forcément les mêmes de vous à moi, bien entendu, parce qu'on a cette marque qui est différente, hein, qui fait que les bactéries commensales, elles ont ces mêmes glycoprotéines. Et si je reviens en arrière, ici, imaginons que la cellule ici soit une bactérie commensale, mon système immunitaire, il a des antennes, mes bactéries ont des antennes glycoprotéiques, elles savent s'auto-reconnaître donc ces cellules, tout va bien. Mais quand malheureusement la bactérie dysbiosique ne présente pas ces mêmes antennes commensales, le système immunitaire se dit hop, 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 il n'y a pas les bonnes antennes. Bien sûr, hein, je schématise, hein, vous m'excuserez, mais c'est pour mieux comprendre l'information, mais il n'y a pas les mêmes antennes. Donc, je pense que tu peux être une structure étrangère. Je vais donc déclencher une réaction pour pouvoir t'éradiquer, puisque je n'ai pas cette symbiose que je recherche. C'est la raison pour laquelle, en tout cas chez Holistica, nous n'avons pas souhaité travailler les probiotiques, puisque nous avons notion de, de cet équilibre général qui touche chaque individu, cette notion d'individualisation, et donc nous menons un travail qui est différent. Donc les glycoprotéines de surface des bactéries commensales sont essentielles pour aider le système immunitaire à distinguer le soi du non-soi, ni plus ni moins. Et donc, on vous propose donc une formule qui existe depuis très longtemps, donc du Shita Care, nom de marque, contenant un extrait
totale de shiitake champignons, donc pieds et chapeaux inclus, en prenant uniquement des champignons qui poussent sur des arbres dans des biotopes naturels, puisque le pied du champignon se nourrit de la nutrition de l'arbre, et notamment à travers la sève, et le chapeau est un capteur de lumière pour synthétiser d'autres éléments. Et c'est la raison pour laquelle, dans des champignons issus de biotopes naturels, vous avez cette richesse nutritionnelle fabuleuse. Mère Nature est très bien faite sur ça, hein, avec des monosaccharides, mannose, xylose, N-acétylglucosamine, N-acétylneuraminique, l'acide sialique, malheureusement de plus en plus appauvri dans les aliments actuels, beaucoup plus industrialisés. Cela contient également des polysaccharides, toute une liste d'acides aminés essentiels, dont l'acide glutamique, précurseur de la glutamine, de la vitamine B3, B12, de la vitamine D, des minéraux comme le zinc et le chrome. Voyez bien qu'effectivement, on a une richesse qui est très importante et qui est naturellement importante. Cela étant, attention, on fait le distinguo entre des champignons issus de biotopes et des champignons qui poussent sur des sacs de riz et qui ne voient pas la lumière du jour. Et en dehors du sac de riz, il y a d'autres substrats qui sont beaucoup moins nobles. Et quand bien même le champignon se développerait, malheureusement, il ne pourra pas présenter cette richesse nutritionnelle si particulière et si unique. Et donc, de cette manière, il faut absolument faire le distinguo entre les deux. Troisième accompagnement à votre disposition, donc on ouvre le carnet donc des Ingiberaceae, donc c'est une famille botanique qui contient notamment le curcuma et le gingembre. Donc première illustration, vous avez donc cette publication en 2018, puisque vous connaissez le curcuma, hein, vous connaissez naturellement les vertus anti-inflammatoires associées à la curcumine, très connues. Avant que la curcumine, qui est un polyphénol, soit naturellement donc anti-inflammatoire, la curcumine possède des propriétés régulatrices des enzymes de phase 1 et des enzymes de phase 2 que nous avons dans le foie, qui sont des enzymes contribuant à naturellement nous détoxifier, puisqu'on est quand même en saison de détox, en tout cas dans nos recommandations. Donc c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et le but, c'est qu'effectivement, à travers cette bibliographie, il est mentionné que lorsqu'on atteint un seuil d'environ 300 mg de curcuminoïdes par jour, certes, cela peut contribuer à naturellement renforcer nos mécanismes de détoxication au niveau cellulaire, certes sur un plan hépatique majoritairement, mais sur d'autres sphères détoxifiantes parallèlement, d'accord? Et donc, vous avez toute une activité qui s'opère pour aider l'organisme, c'est publié, à pouvoir et à savoir se détoxifier, par exemple, sur la nicotine, sur le cadmium, sur les particules diesel, sur l'aluminium, sur les fluorides, le formaldéhyde, l'acrylamide. Vous savez, quand on fait griller une tartine de pain et qu'on a ce brûlé que beaucoup de personnes aiment, plein d'acrylamide, c'est pas forcément sain pour la santé. Donc, c'est malheureusement reconnu comme étant une molécule cancérigène. Donc, on a naturellement et scientifiquement publié un pouvoir détoxifiant par rapport à ces possibles facteurs étiologiques pro-inflammatoires. Donc, le but, c'est de valoriser ces polyphénols si importants dans leur faculté à pouvoir détoxifier l'organisme de ces facteurs causaux pro-inflammatoires, tout en apportant une action anti-inflammatoire intrinsèque, toujours en respectant ce seuil d'environ 300 mg de curcuminoïdes à minima, parce que les études peuvent mentionner effectivement des quantités plus importantes par rapport à des inflammations plus importantes. Vous avez ces médiateurs, ces cytokines et ces facteurs de transcription pro-inflammatoires qui ont montré avec la curcumine des régulations positives. Il y a une application très factuelle par rapport à la barrière intestinale. Quand on a une dysbiose, on a des bactéries qui vont sécréter donc ce qu'on appelle des lipopolysaccharides, qui sont des toxines, des endotoxines. Ces endotoxines, suivez la flèche à l'écran, vont activer, puisque passant facilement la barrière, le système immunitaire sous-jacent. Les macrophages, système immunitaire inné, vont recevoir cette information. Les récepteurs à ces toxines dans les macrophages vont s'activer. Le macrophage va changer de comportement, va sécréter des cytokines inflammatoires. Ces cytokines inflammatoires vont être, entre guillemets, rejetées contre la barrière elle-même, détruisant les jonctions cellulaires, créant une perméabilité intestinale
et donc contribuant à l'apparition d'une inflammation beaucoup plus généralisée et bien entendu à ce risque d'auto-immunité que je vous ai cité. Il a été publié dans des études, dont celle qui est à l'écran, mais ce n'est pas la seule, que la curcumine peut bloquer les différentes étapes que je viens de citer, évitant la suractivation des macrophages par rapport aux toxines dysbiosiques, évitant à ce que ce système immunitaire ne sécrète de trop ces cytokines inflammatoires, limitant les perturbations et la destruction des jonctions cellulaires et donc factuellement limitant la survenue du syndrome de l'intestin qui fuit. Et c'est peut-être aussi ce qui peut contribuer dans sa globalité à ces effets que nous observons dans les méta-analyses. Donc ici, vous avez une méta-analyse d'études cliniques, 13 études menées sur des personnes atteintes de colite ulcéreuse et 2 études menées chez des sujets atteints de maladie de Crohn, où l'on a vu, où on a observé, en tout cas les auteurs l'ont observé, que l'accompagnement par un apport de 500 mg de curcuminoïdes provenant d'extraits de rhizome de curcuma, c'est très important de signaler bien sûr la provenance, cela a permis chez ces sujets d'apporter effectivement des résultats significatifs avec une baisse de l'inflammation, une baisse du stress oxydatif, mais aussi une augmentation des capacités antioxydantes, une diminution de la suractivation donc, du système immunitaire, et donc avec une diminution des lésions que l'on peut observer sur un plan digestif chez ces sujets, et une diminution de l'apoptose des cellules intestinales saines, sous-entendant une diminution de la destruction des éléments qui constituent la barrière intestinale. Et donc, on a des accompagnements tout aussi possibles sur une inflammation, entre guillemets, basique, excusez-moi, basique, c'est mal dit, mais une inflammation supposée mineure, une colite, certes, mineure, que sur des colites malheureusement beaucoup plus impactantes, une colite ulcéreuse et bien entendu la maladie de Crohn. Sauf que dans la famille des Ingibéracées, vous avez le curcuma qui arrive en tête de liste, mais vous avez également le gingembre qui n'est pas à sous-évaluer chez ces sujets. Par exemple, dans cet essai clinique randomisé, donc en double aveugle, contrôlé contre placebo, qui a été mené auprès de 46 sujets atteints de colite ulcéreuse légère à modérée, il a été mis en évidence que la prise de 2000 mg de poudre de gingembre, ça équivaut à 200 mg d'extrait, parce qu'il y a un rapport 10-1, pendant 12 semaines, cela a contribué à réduire significativement le stress oxydatif qui était associé donc à la colite ulcéreuse et qui a permis effectivement d'améliorer la qualité de vie des sujets en diminuant, certes, l'inflammation, mais en diminuant la survenue de gaz intestinaux, de ballonnements et de douleurs abdominales. Donc si je reprends, c'est 200 mg d'extrait de rhizome de gingembre et 500 mg de curcuminoïdes que l'on peut voir effectivement dans les études. Vous avez à votre disposition la spécialité Doluperine qui associe des extraits de curcuma, de gingembre et une petite pincée d'extrait de poivre, 4 mg, ça correspond à un quart de tour de moulin, pour que les curcuminoïdes et les gingerolles soient plus assimilables sur un plan digestif. Mais au-delà de cette synergie qui est connue depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique, qui est quand même une médecine traditionnelle très respectée à travers le monde, vous avez les titrages qui sont respectés puisque vous voyez ici qu'une gélule apporte 300 mg de curcuminoïdes totaux. Je vous ai mentionné dans les études qu'il était préférable aussi d'atteindre dans certaines situations 500 mg, 600 mg de curcuminoïdes. Ça pourrait correspondre à l'équivalent de 2 gélules. Et parallèlement, vous avez 148 mg d'extrait de gingembre, là où l'étude que je vous ai citée juste avant mentionnait des résultats significatifs autour de 200 mg d'extrait de gingembre, soit l'équivalent d'environ une gélule et demie. Donc vous avez effectivement cette formule à votre disposition qui pourrait permettre d'accompagner voilà, des situations que je viens de vous citer. Donc Doluperine peut s'accompagner dans le cas où la personne présenterait un syndrome de l'intestin qui fuit, donc le leaky gut syndrome, pour les raisons que je vous ai invoquées. Avant-dernier accompagnement à votre disposition possible, donc c'est la vitamine D, puisque nous finirons sur les vitamines B. Encore quelques slides. Et donc, nous arrivons en cette saison
automnale, puisque nous y entrons, et donc bien entendu hivernale par la suite. Et l'importance de la vitamine D, tout le monde la connaît, puisque avant que ça soit une vitamine, on l'appellerait hormone D, puisque son champ d'application est très vaste. Donc, actuellement, nous n'avons pas forcément, nous ne sommes pas dans une période où les carences sont importantes, puisque nous sortons de l'été et nous nous sommes exposés pour pouvoir justement stocker la vitamine D dans les sites de réserve, et notamment le foie, pour justement commencer naturellement à en libérer, puisque nous nous exposerons de moins en moins donc, en cette saison et pour la suite en hiver. Bien entendu, ça fait partie des causes majeures. C'est la carence d'exposition et c'est la carence de mise en réserve qui fait que nous avons voilà, des manques de vitamine D assez criants chez certaines populations. Mais on peut citer également le fait que quand nous sommes en été, nous nous appliquons de la crème solaire qui plus est indice élevé, qui pourrait, je dis bien pourrait, réduire la fabrication naturelle et la synthèse naturelle de vitamine D au niveau de la peau. C'est un facteur causal comme un autre qui est cité. On peut donc aussi citer la pollution de l'air, la prise de médicaments, la fatigue du foie ou la fatigue des reins, qui sont des facteurs causaux comme d'autres. Et du fait d'avoir une carence en vitamine D, vous avez tout un champ de répercussions réelles, publiées, dont des répercussions sur la barrière intestinale. Donc effectivement, mentionner la vitamine D dans un spectre de conseils envers un syndrome de l'intestin qui fuit peut prendre effectivement tout son sens. Maintenant, il est très important de comprendre comment la vitamine D est métabolisée afin qu'elle puisse libérer les activités qu'on lui accorde. Et donc, c'est de rappeler comment elle est métabolisée. Quand nous nous exposons au soleil en mois de juillet ou au mois d'août, nous synthétisons de la vitamine D3 au niveau de la peau. À ce stade, ça reste un précurseur, c'est du cholécalciférol. À côté de ça, nous consommons à travers notre alimentation, certes, de façon minime, mais nous consommons quand même des aliments qui contiennent de la vitamine D, soit de la vitamine D3 cholécalciférol qu'on le retrouve dans les matières animales, soit de la vitamine D2, de l'ergocalciférol que nous retrouvons dans des matières dites plus végétales, comme dans les légumes ou comme dans les champignons, entre autres, hein, que ça soit par un apport alimentaire exogène ou par un complément alimentaire ou que par une synthèse endogène, ce sont dans tous les cas des précurseurs inactifs qui sont transportés dans le sang par un transporteur qu'on appelle la DBP, la vitamine D binding protein, pour être acheminés dans le foie, où va avoir lieu une hydroxylation, une réaction enzymatique, une mise en réserve grâce à cette 25 alpha-hydroxylase, donc une hydroxylation de la vitamine D en position 25, afin de mettre en réserve la 25-OH vitamine D que l'on appelle le calcidiol. Et une fois que la réserve a été créée, on va pouvoir la libérer en saison automnale et hivernale pour avoir une deuxième hydroxylation, cette fois-ci en position 1, pour obtenir la 1,25-OH2 vitamine D et qui est une hydroxylation qui s'opère donc dans les reins, et c'est ce qu'on appelle le calcitriol, qui est la forme active physiologique qui va activer le récepteur de la vitamine D, VDR, vitamine D receptor. Et c'est ce binôme qui est à l'origine de tous les effets que nous accordons à la vitamine D, que ça soit sur le système nerveux, sur l'immunité, sur la vitalité, peu importe les sphères, c'est quelque chose qui est essentiel et ça passe par effectivement la compréhension de ce métabolisme si particulier, certes plus complexe que ce que je vous énumère, mais c'est pour comprendre les grandes lignes. Et quand ce binôme a fait son travail, il y a une hydroxylation parallèle qui s'opère en position 24 afin d'obtenir l'acide calcitroïque, d'accord, qui est un métabolite inactif. Une fois que le travail a été réalisé, il faut désactiver la molécule, c'est normal, hein. Il ne faut pas forcément que le travail soit trop important au risque que ça puisse être problématique. Et donc, ce métabolite est éliminé à travers les reins. Et donc, vous avez ce schéma, le calcitriol, activant sur la partie gauche où il y a la souris, si vous voyez à l'écran, le VDR. Le binôme va s'auto-associer avec le
R, rétinoïde X réceptor, qui est le récepteur de l'acide rétinoïque, hein, c'est la forme active physiologique de la vitamine A. Et c'est ce trinôme, d'accord, on entend l'importance de la vitamine A pour le métabolisme donc de la vitamine D, c'est ce trinôme qui va aller se balader gentiment dans le noyau de la cellule, activant la transcription des gènes, codant pour ce que nous avons à droite, à savoir une qualité du mucus qui serait plus importante, une régénération des jonctions cellulaires, puisque ça va contribuer à la transcription des médiateurs permettant de cicatriser, entre guillemets, les jonctions cellulaires entre les entérocytes pour moins faire passer les endotoxines issues des bactéries dysbiosiques et moins faire traverser les bactéries dysbiosiques elles-mêmes en dehors de les endotoxines. Et bien entendu, le fait d'améliorer la transcription des gènes grâce à ce trinôme permet de désexciter, entre guillemets, le système immunitaire, d'améliorer son phénotypage pour qu'il puisse retrouver un profil beaucoup plus anti-inflammatoire et donc de facto beaucoup moins inflammatoire. C'est la raison pour laquelle on a une polarisation qui s'opère au niveau de nos cellules immunitaires pour que nos lymphocytes et les autres cellules immunitaires changent de comportement, réduisant leur flux inflammatoire pour naturellement augmenter un flux anti-inflammatoire. Et c'est de ces propriétés régulatrices grâce au calcitriol que nous obtenons un maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. Vous avez donc à votre disposition deux formules phytonutritionnelles de vitamine D. Je vais commencer par celle du bas. Vous avez Ultra Vegan D3. Vous avez donc une formule qui apporte une vitamine D d'origine végétale issue du lichen boréal. Une goutte apporte 208, puisqu'en France, les AJR mentionnés par les autorités, 100% des AJR correspondent à 208. Nous respectons la réglementation française et c'est la raison pour laquelle il est mentionné une goutte égale 208. Officieusement et sous l'accord, bien sûr, du corps médical, il est possible effectivement de varier les apports entre 408 pour un apport de fond et 1008 pour un apport d'attaque par rapport à une problématique particulière. Mais ça doit être réalisé sous contrôle médical. D'ailleurs, c'est ce que nous mentionnons sur nos conseils d'utilisation. Et vous avez un support qui n'est pas de l'huile de colza, qui n'est pas de l'huile de tournesol, qui n'est pas de l'huile déshydrogénée plus ou moins noble, mais qui est de l'huile d'avocat, puisqu'il est publié que l'huile d'avocat contient des phytostérols qui permettent de renforcer les bienfaits de la vitamine D sur le système immunitaire. Une goutte d'Ultra Vegan D3 apporte 208. Une gélule d'Ultra D-Zium, c'est Ultra Vitamine D Magnésium. Une gélule apporte également 208 de vitamine D, toujours d'origine végétale et d'origine naturelle. Et le Zium correspond à du magnésium. Une gélule vous apporte 130 mg de magnésium élément, provenant d'environ 240 à 250 mg d'eau de mer. Donc effectivement, c'est une source naturelle. Et 2 gélules d'ultra D-Zium, cette fois-ci pour le Zium, correspondent à une cuillère à café rase d'ultra magnésium marin, c'est la même poudre, hein, puisque c'est la même origine. Ultra magnésium marin vous apporte pour une cuillère à café rase 520 mg d'eau de mer. Dans ces 520 mg d'eau de mer, vous avez 300 mg de magnésium élément, qui est donc le magnésium actif, pour correspondre donc aux AJR qui nous sont recommandés entre 300 et 350 mg, selon bien sûr le profil. Hein. On peut légèrement augmenter la dose. Et cette cuillère à café rase donc de poudre d'eau de mer correspond précisément à 2 gélules d'ultradésium, donc c'est la même chose, d'accord? Le petit plus dans la poudre, c'est que nous avons rajouté de l'acide citrique d'origine naturelle, d'accord? On peut le retrouver naturellement dans le citron, pour vous donner un exemple. Et donc, cet acide citrique d'origine naturelle, quand on prend la poudre et qu'on la dilue dans de l'eau, puisque la cuillère à café rase se dilue dans 1 litre et doit être consommée donc, tout au long de la journée comme une eau de boisson, c'est ce petit goût citronné qui est d'ailleurs au passage très agréable, cet acide citrique, au contact de l'eau, va se solubiliser naturellement en citrate et donc, nous obtenons, à travers cette boisson reconstituée, du citrate de magnésium d'eau de mer. Et on sait naturellement que les citrates présentent une solubilité
pertinente, hein, mais présente surtout une biodisponibilité encore plus pertinente que l'eau de mer en elle-même, avec bien sûr dans l'eau de mer plus de 92 oligoéléments et minéraux cofacteurs. Donc vous avez 2 gouttes d'Ultra Vegan D3 correspondant à 2 gélules d'Ultra Désium pour la vitamine D 408 et 2 gélules d'Ultra D Zium correspondant à une cuillère à café rase d'Ultra Magnésium pour avoir les AGR requis en magnésium élément. Et donc, nous terminerons par Ultra Vegan B que nous avions préalablement développé beaucoup plus d'ailleurs lors de la thématique sur l'endométriose, hein. Ultra Vegan B, comme vous le constatez, vous apporte 100 à 140% donc des AJR en vitamine B de B1 à B12, donc provenant exclusivement, et j'insiste sur le exclusivement, du monde végétal, à savoir que ça provient donc de sarrasin germé, d'extrait de goyave, de citron et de basilic sacré. Et c'est la quantité de ces plantes et de ces fruits qui, pour un comprimé, permet d'apporter 100% des AGR en vitamine B. Et là où nous avons effectivement cette petite ligne rouge, cet encadrant par rapport à la vitamine B9 et la vitamine B12, Mère Nature est très intelligente une nouvelle fois. Elle a fait en sorte que dans les végétaux, plutôt que d'avoir un apport d'acide folique, je prends l'exemple de la vitamine B9, d'acide folique qui est inactif en soi. Et quand on retrouve cet acide folique dans les médicaments, dans la mesure où il est synthétique, il n'est pas utilisable en l'état. Cet acide folique doit se transformer plus ou moins péniblement en folate que vous retrouvez dans les légumes verts, comme vous le savez. Mais le folate, quand bien même il est naturellement présent dans les légumes verts, ça reste encore une molécule inactive qui doit être convertie par d'autres systèmes enzymatiques en méthylfolate, qui est la forme active physiologique de la vitamine B9 à l'origine de tous les effets qu'on lui accorde. C'est un peu le même système que la vitamine D par rapport au calcitriol. Les végétaux, et notamment les graines germées, ont réussi naturellement à fabriquer ces méthylfolates et c'est ce que nous obtenons dans Ultra Vegan B. Donc, vous avez non pas un apport d'acide folique isolé, mais bien un apport de méthylfolate, forme active physiologique dont le pic majeur, le 5-MTHF, méthyltétrahydrofolate. Pour la vitamine B12, c'est la même chose. Plutôt que d'apporter de la cyanocobalamine, un cyanure, hein, c'est pas très joli, hein, plutôt que d'apporter de la cyanocobalamine synthétique inactive en l'état, se transformant péniblement, encore une fois, en cobalamine qu'on retrouverait dans la viande pour ceux qui en consommeraient. Mais cette cobalamine, encore une fois, à ce stade, est une forme inactive, se transformant enzymatiquement en méthylcobalamine, qui est la forme active physiologique de la vitamine B12, à l'origine de tous les effets. Cela sous-entend qu'avec Ultra Vegan B, vous obtenez et vous avez à votre disposition des vitamines B forme active physiologique dans l'optique d'effets régulateurs X ou Y. Et donc, les vitamines B, on a tendance, si vous voulez, à mentionner qu'elles sont très pertinentes pour lutter contre la fatigue mentale, pour lutter contre la fatigue physique. On sait que les vitamines B contribuent à stimuler donc l'intellect, les performances cognitives, pour être toujours plus concentré, avoir une meilleure mémorisation, l'attention, la vigilance, le focus, comme tout le monde le sait. Mais en même temps, on dit que les vitamines B contribuent à équilibrer le système nerveux par rapport à des personnes stressées ou nerveuses. Ça, c'est un langage générique. C'est un langage général. Factuellement, les vitamines B sont des cofacteurs enzymatiques très importants pour le fonctionnement de la mitochondrie, intervenant dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides, dans l'optique de produire de l'énergie qui est essentielle à bien des effets. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'épithélium intestinal se renouvelle tous les 3 à 5 jours. Ce sont des usines, ces cellules qui possèdent donc des usines, des mitochondries qui fonctionnent à plein régime et qui doivent être nourries de tous les éléments qui sont sur votre écran, d'accord? Qui sont plutôt couleur marron, d'accord? Ces éléments, ces nutriments sont essentiels pour que l'énergie puisse être produite et que s'il manque un de ces éléments,
automatiquement, la machine enzymatique va se retrouver brouillée, la production d'énergie risque de se réduire, les renouvellements cellulaires au niveau de la barrière intestinale vont forcément s'effondrer et automatiquement, vous ne pourrez pas prétendre à aider donc un sujet qui présenterait donc un leaky gut syndrome efficacement, puisqu'automatiquement, il y a cette notion, encore une fois, de facteur limitant qui bloquerait les mécanismes de régénération cellulaire. Et si ces équilibres ne sont pas correctement respectés au niveau donc de ces cycles enzymatiques, notamment dans la mitochondrie, pas de production d'énergie, pas de renouvellement cellulaire, pas de protection contre le stress oxydatif, et automatiquement, c'est donner le bâton pour se faire battre, c'est développer des pathologies et des perturbations associées. C'est la raison pour laquelle, quand on a, et je terminerai avec ça, un sujet qui présente donc une carence en vitamine B au pluriel, dont une carence en vitamine B méthylée, on va avoir donc ce qu'on appelle la fabrication d'un déchet qui s'appelle l'homocystéine. Donc, c'est un acide aminé non protéinogène qui est mesurable sur un bilan sanguin. Dès lors que la personne est carencée en vitamine B au pluriel, l'homocystéine sécrétée, et alors là, on a une perméabilité intestinale qui est, comment dire, qui survient et qui est en cause, hein, comme vous le voyez, hein, l'excès d'homocystéine par la carence en vitamine B méthylée fait que c'est en lien avec le cancer colorectal et avec les auto-immunités intestinales, mais tout comme le syndrome de l'intestin irritable et des pathologies inflammatoires associées. Nous arrivons donc à ce protocole d'accompagnement qui tend à résumer donc, les informations que je vous ai mentionnées donc, tout au long de cette présentation, donc avec le propargile, les posologies qui sont associées, le shiitake, l'ultra-vegan B, dolupérine et ultradésium, bien entendu dans l'ordre d'apparition pour lesquels effectivement ces conseils devraient être proposés, hein. Toujours en premier lieu le propargile de par les explications que je vous ai apportées. La glyconutrition est bien trop sous-évaluée aujourd'hui dans nos recommandations. Donc effectivement, suggérer un accompagnement phytonutritionnel par du shiitake peut prendre son sens. La carence en vitamine B, malheureusement, bah, c'est pareil, hein, tend à devenir de plus en plus, malheureusement développée dans nos, régimes alimentaires, et c'est peut-être aussi un facteur qui est à explorer dans l'accompagnement de ces sujets, excusez-moi, bah, qui présentent un leaky gut syndrome, et en fonction de la saisonnalité, bah, peut-être qu'une cure de vitamine D avec du magnésium prendrait son sens, et si la personne présente une inflammation intestinale, un accompagnement par des ingibéracées également par la suite. Je vous remercie grandement pour votre attention. Je vais bien entendu pouvoir répondre à vos questions. J'imagine qu'il y en a eu dans le chat. En tout cas, j'essaierai d'y répondre, de façon très, professionnelle, bien entendu. Vous avez l'adresse mail, donc mon adresse mail qui apparaît à l'écran. Libre à vous, si vous le souhaitez, par rapport aux informations qui vous ont été proposées, peut-être certaines un peu plus rapidement que ce qu'on pourrait faire en temps normal, mais nous sommes pris aussi par le temps. Mais en tout cas, si vous avez une quelconque question, une quelconque interrogation, si vous souhaitez peut-être explorer davantage ce que je vous ai énuméré, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vais laisser la parole à ma collaboratrice pour terminer le diaporama et que nous puissions répondre à vos questions. Merci beaucoup Sylvain, c'était très intéressant et très très clair. J'espère que ça vous a tous plu. Je vois qu'on a déjà quelques questions, donc on va prendre, enfin surtout Sylvain va prendre le temps d'y répondre dans quelques minutes. Mais avant ça, je vais juste prendre un instant pour vous présenter rapidement SimpliCure, donc qui est la plateforme qui vous offre aujourd'hui ce webinaire avec Holistica. Donc SimpliCure, c'est quoi? C'est une plateforme qui vous permet de faire vos recommandations de compléments alimentaires pour plusieurs laboratoires en un seul et même endroit. Alors pour que ce soit plus clair, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous verrez exactement à quoi ressemble la plateforme. Donc vous avez la possibilité de créer un compte en tant que professionnel de santé qui vous permet d'effectuer des recommandations de compléments alimentaires pour vos clients. Donc pour ça, rien de plus simple, vous avez l'onglet créer une recommandation qui vous permet à chaque fois de créer une nouvelle recommandation à laquelle vous pouvez ajouter tous les produits de votre choix ici. Ça vous donne accès à l'ensemble de notre catalogue. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de références, et notamment les produits Holistica, dont Sylvain vient de nous parler à l'instant.
Vous en reconnaîtrez d'ailleurs sûrement certains, par exemple le Propargil. Sur chaque produit, vous avez le détail avec la posologie, les contre-indications si jamais il y en a, également la formulation. Et quand un produit vous convient et vous souhaitez le recommander, rien de plus simple, vous l'ajoutez à votre recommandation, vous retournez sur celle-ci, vous remarquez que le produit a bien été ajouté. Vous avez la possibilité, bien sûr, de donner des indications supplémentaires à vos clients. Et vous avez également la possibilité d'accorder une réduction ou vous de prendre des avantages. Donc par défaut, vous avez 10% que vous pouvez répartir comme ça entre vous et votre client. Donc par exemple, je peux choisir de donner 7% de réduction à mon client et de prendre 3% de commission. La dernière étape, c'est bien sûr de communiquer cette recommandation à votre client. Pour ça, rien de plus simple, vous l'ajoutez ici et vous lui envoyez cette recommandation directement par mail. Votre client il reçoit ses compléments alimentaires en un seul colis, même s'il y a des produits de laboratoire différents. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Vous retrouvez également tous nos webinaires. Donc j'ai vu la question passer tout à l'heure, c'est dans l'onglet Académie. Donc pas hésiter à s'y référer pour retrouver tous les replays. Donc si je reviens très rapidement sur les slides et ce que je viens de vous dire, on retrouve donc aujourd'hui une centaine de laboratoires sur Simplicure et donc ça regroupe environ 2000 produits. C'est bien sûr une plateforme qui est gratuite pour les professionnels de santé, qui vous permet de faire vos recommandations de manière centralisée et on observe une amélioration de l'observance. Derrière, vos compléments alimentaires sont plus commandés par vos clients et en plus, vous bénéficiez de nombreux avantages. N'hésitez pas à vous inscrire directement sur la plateforme. Nous, on vous accompagnera dans sa mise en place pour que vous puissiez l'utiliser au plus vite. Donc, on va maintenant repasser aux questions. Juste avant ça, petit point sur les prochains webinaires qui arrivent, notamment demain soir avec le docteur Laurent Fogel sur le syndrome métabolique et également jeudi midi à la même heure qu'aujourd'hui sur l'endométriose. N'hésitez pas également à vous y inscrire. Donc pour ce qui est des questions, Sylvain, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, mais on en a quand même pas mal. J'en ai lu effectivement un peu, j'ai eu un bug, il y a eu un bug de connexion, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir rencontré, mais ça s'assurait un petit peu quand vous parliez. Je ne sais Ah, pas si c'est quelque c chose que les personnes ont pu, en tout cas les personnes présentes ont pu rencontrer aussi. ça fonctionne tout bien maintenant? Là, pour l'instant, ça fonctionne tout bien, mais en tout cas, je vais essayer de répondre à certaines des questions. Tant Heu, mieux. alors Hem, alors on avait une première question qui était: conseillez-vous donc le complément Propargil en cas d'hyperthyroïdie au vu de la lithotham dans cette synergie? donc, heu, ça peut s'accompagner. C'est une possibilité, tout du moins, il y a pas de contre-indication puisque dans le lithotham, on n'a pas des, apports en iode qui pourraient influencer donc le fonctionnement et la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement, recommander, bien sûr, selon l'anamnèse, chez une personne qui présenterait une dysthyroïdie. C'est pas propre à l'hyper, hein, ça peut être également l'hypo. Donc c'est une possibilité. La seule chose qu'il faut, vraiment, respecter, c'est une prise à 2 heures de distance, donc de tout traitement médicamenteux pour éviter les interférences, hem, ni plus ni moins. Parfait, merci. Je rebondis sur Ouais, une question qui pourrait, justement faire le lien. Je ne sais plus quelle personne a demandé, combien de temps un protocole du type, bien sûr, c'est pas tous les compléments qu'on va recommander. Moi, j'ai juste fait une capture d'écran à l'instant T qui permettrait justement de situer les possibilités que nous aurions à notre disposition pour accompagner des personnes qui présenteraient donc un leaky gut syndrome, hein. Hem, en je n'ai pas de durée pour une raison très simple. La barrière intestinale se renouvelle tous les 3-5 jours. Donc il y a pas d'intérêt à mentionner d'emblée, vous devez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas. Puisque c'est propre à la problématique du sujet, c'est propre à son hygiène de vie, c'est propre à ses traitements médicamenteux, c'est propre aussi à sa génétique, hein, mais c'est propre à l'environnement dans lequel il vit.
Donc il y a tout autant de facteurs génétiques, épigénétiques à prendre en considération et c'est la raison pour laquelle on essaie un peu de se superposer au renouvellement cellulaire que nous aurions au niveau intestinal pour se dire: «Eh beh, écoutez, on va commencer sur une semaine, allez 2 semaines pour être un peu plus, élargi. On va voir un petit peu comment vous allez réagir par rapport à mes conseils hygiéno-diététiques, par rapport à l'équilibre de vos émotions, par rapport à ces suggestions phytonutritionnelles parmi d'autres et de voir si au bout de quelques jours, vous répondez correctement, c'est qu'on a touché du doigt effectivement quelque chose qui n'était pas équilibré, dans votre situation et c'est un peu mettre le pied à l'étrier pour se dire: «Bon, ben, on a commencé un travail qui est plutôt positif d'après les retours et donc on va essayer d'avancer par étapes». Voilà, moi j'aime bien avancer, tous les 15 jours ou tous les mois, pour essayer d'avoir un résultat qui soit périn. Puisque le but, c'est de donner de donner, en tout cas de suggérer si besoin des compléments alimentaires. Le but, c'est pas d'en dépendre non plus. Donc, c'est de trouver un équilibre entre je mets le pied à l'étrier et puis derrière, je les réduis progressivement, pour pouvoir rester, bah, sur cette hygiène de vie qui me correspondrait. Donc par rapport à la question: «Combien de temps je devrais en prendre?» Point d'interrogation, chaque cas est différent. Oui, c'est au cas par cas, c'est normal. Parfait. On a des questions sur, les vitamines. Alors, pouvez-vous, pardon, préciser le rôle de la vitamine A dans la forme active de la vitamine D? Et puis, juste avec, on a pourquoi favoriser la D2, heu, à la place de la D3? Alors, la vitamine A qu'on appelle rétinol, sa forme active physiologique, c'est l'acide rétinoïque. Cet acide rétinoïque, s'associe donc à son récepteur, donc le récepteur de l'acide rétinoïque et c'est ce récepteur qui est très important, hein, parce qu'il s'associe avec le récepteur de la vitamine D et très souvent on voit que les régulations qui sont associées à la vitamine D dans la transcription des gènes pour un effet X, Y ou Z dépend en partie ou majoritairement, dépend de la présence de ce récepteur à la vitamine A. Donc, à travers l'assiette, on a quand même des apports qui sont supposés, bah, couvrir nos AGR, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des carences également. Donc, j'ai peut-être pas présenté la vitamine A à travers des conseils phytonutritionnels, mais ça pourrait être le cas. Et au-delà de ce binôme entre les récepteurs de la vitamine D et de la vitamine A en elle-même, donc l'acide rétinoïque, sa forme active, contribue au maintien de la cicatrisation des muqueuses physiologiques. Donc effectivement, juste la vitamine A isolément et l'acide rétinoïque et sa forme active est essentiel au maintien de l'intégrité de la barrière intestinale, mais il est essentiel également au maintien de l'intégrité de la barrière cutanée. Il est essentiel au maintien de l'intégrité de la barrière pulmonaire. Donc finalement, c'est le maintien de l'intégrité des barrières physiques de A à Z. Et dernier point, l'acide rétinoïque est très important dans la fabrication des anticorps, des immunoglobulines A. Donc, d'une façon générale, nous avons besoin des vitamines au pluriel. J'en ai cité certaines et c'est un parti pris parce qu'on a un temps donné et que je ne peux pas forcément balayer ces informations comme je le fais en temps normal quand je les enseigne. Mais c'est, voilà, la synergie qui prime et donc on a besoin effectivement de ces 2 formes. Et la 2e question était? C'était sur, la vitamine D2, à la place de D3, hein, par exemple. Alors, on en entend tellement de toutes les couleurs. C'est une question d'origine. Le cholécalciférol, donc c'est une forme qu'on retrouve supposée dans les matières animales, mais preuve en est, quand on fait une extraction de vitamine D issue du lichen boréal, qui est cette petite mousse qui pousse au niveau des pôles arctiques, et qui se gorge de l'ensoleillement l'été, parce que vous le savez très bien, dans les pôles arctiques, l'été, l'ensoleillement, il est quasiment intégral, notamment vers le 21 juin. Donc cette petite mousse a cette prouesse et a la faculté justement de synthétiser du cholécalciférol, comme quoi c'est pas, uniquement retrouvé dans les matières animales. Maintenant, on a de l'ergocalciférol qu'on juge être hem, moins intéressante que la vitamine D3. Moi, je vais vous dire, de toute façon, ces formes respectives seront hydroxylées au niveau hépatique et seront doublement hydroxylées au niveau rénal, mais pas que, parce que la deuxième hydroxylation peut s'opérer dans des organes cibles et c'est la forme issue de ces précurseurs, le calcitriol, peu importe qu'ils proviennent de la vitamine D2 ou de la vitamine D3, c'est uniquement ce calcitriol dont l'obtention est magnésiodépendante, c'est uniquement ce calcitriol qui permettra d'obtenir les effets que nous accordons à la vitamine D. Et effectivement, j'ai vu
une question qui a été mise dans le chat par rapport aux AJR. Je sais que c'est un débat qui est sans fin. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va s'opposer au dire d'autres personnes, hein. Donc, le but, c'est pas forcément d'avoir raison ou d'avoir tort. Le but, c'est de faire un état des lieux aujourd'hui de ce qui se dit, de ce qui se fait. Vous avez des études qui mentionnent, pour agir contre une problématique X ou Y, nous avons besoin de 408. D'autres vont vous dire 1008, d'autres vont vous dire 2008, d'autres vont vous dire 4008. Encore une fois, c'est toujours la course à la dose. Donc moi, je pars du principe qu'en essayant, bien entendu, de respecter les AJR. Je ne dis pas forcément les AJR officiels. Maintenant, je suis quand même dans une situation où je dois vous parler des AJR officiels. C'est ma position à l'instant T, d'accord? Mais au-delà de ça, quand la personne, c'est pas forcément le but de toujours systématiquement balancer des mégadoses, parce qu'il y a 2 informations. Déjà, c'est son origine. Est-ce qu'elle est synthétique ou est-ce qu'elle Si nos enzymes ne sont pas correctement cofactorisées des éléments qui leur permettraient de bien fonctionner, tels que le magnésium que je vous ai illustré à l'écran, les conversions, les hydroxylations ne pourront pas s'opérer. Vous aurez beau prendre 2008, 4008, 10008, le résultat techniquement serait le même. Alors bien entendu, si je vous dis ça, c'est que j'ai toute une bibliographie qui l'illustre. Je ne m'avancerai pas avec des propos qui ne seraient pas accompagnés forcément d'informations plus scientifiques. Donc, j'ai tendance à dire attention aux mégadoses qui ne sont pas toujours reconnaissables et qui ne sont pas toujours métabolisables. Essayons plutôt de nous orienter vers des apports plus justes, plus adaptés, que la personne pourrait utiliser avec les cofacteurs pour ce faire. Observons comment la personne pourrait réagir avant de balancer systématiquement une dose qui techniquement ne serait pas métabolisable. Et quand je donne, par exemple, je peux citer des cours au CERDEN, donc au Centre européen donc, en Belgique, hein, d'ailleurs, qui n'est pas très loin de chez vous. Je suis chargé d'enseignement en nutri-génomique. J'ai 4 heures d'enseignement sur synthèse. Autant vous dire suffisamment de littérature qui stipule que quand on a effectivement un apport et une dose massive d'une molécule qui n'est pas forcément celle dont nous aurions besoin, il est fort possible que le corps réagisse par rapport à cette forme qui n'est pas celle dont il a besoin et qu'il est possible que cela induise des réactions nutri-génomiques, hein. Donc, 2 poids, 2 mesures. La dose peut être importante, mais avant la dose, il y a l'origine. Et avant la dose, il y a les cofacteurs. Et c'est à partir de là qu'effectivement, un apport plus important pourrait être intéressant. Ce n'est pas une information 100% labo, c'est une information publiée qui est factuelle. Donc, 2 écoles. Certains diront n'importe quoi, certains diront ça a du sens. Donc, en tout cas, c'est à prendre en considération. Super, merci Alors, pour toutes ces je précisions, ouais. rebondis, hein. Une personne qui vient d'écrire, Uvedos 100 000 lui en une seule fois. Je suis pharmacien avant tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui fais les prescriptions. Le métabolisme et la physiologie de la vitamine D est tel que je vous l'ai montré, certes sommairement en 2 slides, mais en tout cas, c'est celui-là. Et donner 100 000 huiles de vitamine D chez un sujet, déjà c'est 100 000 huiles de vitamine D de synthèse, chez un sujet qui est possiblement carencé, qui a peut-être un foie fatigué, qui a peut-être des reins fatigués, c'est une possibilité comme une autre. C'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire pour convenablement, effectivement, accompagner le sujet en question. Je me permets, Alice, avant de passer à la question suivante, hein, parce que c'est à mon écran, hein. Malheureusement, les fumeurs ne devraient pas prendre de la vitamine A. J'ai une réponse qui, pardonnez-moi, est très ironique, hein, mais qui reflète ce que je pense, hein. Est-ce que les personnes qui fument, on leur interdit de manger une salade de carottes? Est-ce qu'on leur interdit de manger des tomates? Pourtant, il y a du bêta-carotène dans les carottes, il y a du lycopène dans les tomates. Est-ce que ce sont des informations qui sont proscrites? Bien entendu, certains derrière leur écran doivent gentiment sourire, bien sûr que non. Donc attention, il ne faut pas dissocier, il faut pas confondre des apports alimentaires à des quantités justes d'un nutriment, en l'occurrence ici le carotène, de carottes, des doses massives entre 20 et 30 milligrammes de bêta-carotène de synthèse qui effectivement, dans des publications qui datent d'il y a plus de 20 ans, ont montré des effets pro-cancérigènes chez des sujets, notamment chez des sujets fumeurs à risque de cancer du poumon. Donc ça, c'est l'étude, il me semble, c'est l'étude Carrette, en tout cas à vérifier. Mais en tout cas, ce sont des informations justement qu'il ne faut pas confondre. Ne pas corréler l'impact d'un nutriment sorti de son contexte alimentaire
de ce même nutriment isolé et massivement apporté, et c'est bien l'excès qui est problématique. Merci beaucoup pour cette petite précision. Je pense que c'était bien aussi d'en parler. On va reprendre encore quelques petites questions rapidement. Les enfants peuvent-ils être atteints du syndrome, Leaky Gut Syndrome? C'est possible, bien entendu. La barrière intestinale chez les jeunes nourrissons se renouvelle environ toutes les 72 heures. Chez l'adulte, se renouvelle tous les 3 à 5 jours et chez la personne âgée, en tout cas beaucoup plus âgée, se renouvellerait entre 5 et 7 jours. Un nourrisson, en fonction de la qualité du lait, lors de l'allaitement, donc de la maman, ou du lait infantile qui lui est apporté, si malheureusement la maman ne peut pas allaiter, hein, sans jugement aucun bien entendu, en fonction de cette nutrition qui lui serait apportée, effectivement, il peut y avoir des carences, hein, et ces carences peuvent conduire à l'apparition d'un syndrome de l'intestin qui fuit. Les répercussions sont différentes pour les nourrissons. On l'observe davantage, c'est les tout petits qui présentent des allergies ou qui présentent une certaine atopie. C'est une possibilité. Donc, bien sûr que oui, ça peut toucher tant le tout petit que l'enfant d'âge primaire, que l'adolescent, que l'adulte et bien entendu que la personne plus âgée, en soi. Super, merci pour cette précision. Peut-être une ou 2 dernières questions. Peut-on prendre du Litotam en plus d'enzymes digestives? Le calcium contenu dans le lithotame soutient le fonctionnement de diverses enzymes digestives. Le maintien d'un pH conforme, tantôt acide, tantôt alcalin, peut contribuer à renforcer le fonctionnement de nos enzymes digestives. L'apport en vitamine B peut contribuer au fonctionnement des enzymes digestives. Donc, c'est déjà se dire que nous avons besoin de ces éléments isolés, énumérés. Oui, si la personne prend des enzymes digestives, est-ce qu'elle peut prendre du lithotame avec? Ben, j'ai envie de vous dire oui. Maintenant, moi, je ne suggère que des sources phytonutritionnelles avérées. Pardonnez-moi, j'ai un réflexe, c'est de vérifier d'où proviennent les enzymes digestives du complément X ou Y, puisque j'ai pour habitude de ne recommander que des accompagnements issus de sources naturelles avérées. Donc automatiquement, quand les enzymes digestives apparaissent isolées dans la liste des ingrédients, c'est qu'elles sont hémisynthétiques à synthétiques, hein. C'est une réglementation qui touche tous les opérateurs et moi, naturellement, c'est quelque chose que je ne propose pas. Donc si ça vient de sources naturelles, que c'est bien écrit en toutes lettres dans la liste des ingrédients, ça peut s'associer ensemble. S'il n'y a pas les origines, donc factuellement, c'est hémisynthétique à synthétique, ça pourrait s'associer ensemble, mais en tout cas, ça ne fera pas partie de mes recommandations. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour des questions. Si jamais il en reste, n'hésitez pas soit à vous oui, V v je une dernière? Est-ce que je peux répondre à une question? Ça Ouais. me taraude, je suis désolé. Bien sûr, allez-y. Je peux pas prendre trop la parole parce qu'il est 14 heures, hein, je veux pas trop déborder, pardonnez-moi. Hem, quelq Je sais pas qui a posé la question sur les bisglycinates. Je pense que c'est un sujet qui effectivement mériterait d'être, gentiment abordé. Je vais le faire d'une façon très sommaire, mais libre à vous, si vous le souhaitez encore une fois, de me transmettre vos questions par mail ou de les transmettre à Simplicure qui pourrait me les relayer bien sûr derrière. L'information est la suivante: un bisglycinate, ça n'existe pas dans la nature. J'enseigne la phytothérapie, donc automatiquement, encore une fois, ça ne peut pas faire partie de mes recommandations. Deuxièmement, les bisglycinates sont brevetés. Donc ça sous-entend qu'ils ont été fabriqués par des industriels, sans jeter la pierre, mais c'est une réalité, et qu'il faut lire les brevets pour comprendre comment c'est fabriqué. Le bisglycinate, qu'il soit de zinc, qu'il soit de fer, qu'il soit de magnésium, peu importe, soit est issu d'un brevet dont la fabrication est 100% chimique, mais chimiques en l'état, soit sont issus de brevets qui ont recours à des nanoparticules, donc à de la nanotechnologie. Et là, on est sur une sphère qui ne m'intéresse encore, enfin, qui ne m'intéressera encore moins. Donc, attention, certains brevets sont issus de nanotechnologie, d'autres ne le sont pas. J'ai déjà vu des brevets, par exemple, pour fabriquer du bisglycinate de zinc qui ont recours à des nanoparticules d'oxyde de zinc et d'autres brevets qui ont recours à des particules de taille entre guillemets standard d'oxyde de zinc, mais qui restent synthétiques. Donc, de toute façon, c'est pas quelque chose que je vais prodiguer. Preuve en est, je vous en ai pas parlé.
Le cas du magnésium est particulier, à savoir qu'on mentionne systématiquement le magnésium marin, c'est pas bon parce qu'il y a de l'oxyde. Moi, j'ai envie de vous répondre, monsieur Quinton, quand il a proposé son eau de mer, il y a naturellement de l'oxyde de magnésium dans l'eau de mer. Mais dans l'eau de mer, on a plus de 90 minéraux et oligoéléments cofacteurs qui vont contribuer à naturellement solubiliser les sels de magnésium, à naturellement les tolérer sur un plan digestif lorsqu'ils sont ingérés et à naturellement pouvoir les absorber sur un plan de biodisponibilité. En revanche, aujourd'hui est fabriqué de l'oxyde de magnésium synthétique, chimique, dénués de cette cofactorisation si essentielle, qui font que cet oxyde de magnésium et ces oxydes de magnésium isolés, malheureusement, ne sont pas solubles dans un milieu aqueux et donc contribuent à ces effets laxatifs qui leur sont accordés. Et ça, c'est une vérité, je vous l'accorde. En revanche, il ne faut pas confondre une eau de mer, aussi synergique soit-elle, d'une molécule qui en a été isolée et faire un pont très facile qui est, je cite, c'est la même chose. Consommer un kiwi, c'est pas consommer que de la vitamine C. Consommer un kiwi, c'est consommer des polyphénols, c'est consommer des flavonoïdes, c'est consommer des minéraux, c'est consommer de la vitamine C, dont la globalité fait que c'est intéressant pour notre capital santé. Consommer une vitamine C isolée très chimique, ça n'apporte pas le même impact. Donc, première information. Et la deuxième, pour terminer, c'est comment est fabriqué un oxyde de un bisglycinate. C'est prendre, il faut lire les brevets encore une fois, je peux vous le montrer parce que j'en ai, mais c'est prendre un oxyde de magnésium chimique, celui-là qui fait du mal au système digestif, vrai, à qui on colle deux molécules de glycine, excusez-moi, hein, une molécule à gauche, une molécule à droite, bis-glycinate. Effectivement, le fait d'avoir ce complexe contribue à une biodisponibilité sur un plan digestif qui est supérieur, mais on a des enzymes qui sont capables de digérer les acides aminés. Donc, c'est tout simplement libérer une molécule qui n'est pas forcément celle qu'on souhaiterait libérer, mais si ce n'est qu'elle a été absorbée d'une manière différente. Donc, c'est pas quelque chose, vous l'aurez compris, qui techniquement peut m'intéresser parce que je préfère me concentrer sur des sourcings naturels et je trouve que l'eau de mer en est une très belle, mais pas que. Mais en tout cas, c'est une très belle source que je souhaite valoriser pour les raisons que je viens de vous invoquer. Et suggérer, quand on prône la naturopathie, des molécules qui sont, excusez-moi, hémisynthétiques à synthétiques, c'est pas compatible selon moi avec de la naturopathie. Ça se ressemble davantage à de l'allopathie verte. Et donc, c'est pas quelque chose que je pourrais vous dire. Donc, il était important pour moi de rétablir ces informations. Je ne pourrais pas aller plus loin parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est quelque chose sur lequel on peut gentiment, tout simplement débattre, hein. Personne ne doit écraser la vie de l'autre, hein, mais c'est un discours qui doit être, entendu des 2 côtés, sous arguments scientifiques, bien entendu. Merci beaucoup Sylvain, je pense que c'était bien de le préciser aussi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Si jamais il reste des questions, n'hésitez pas soit à vous référer aux slides qui seront, disponibles sur Simplicure déjà dans un premier temps et puis sinon vous pouvez toujours, contacter Sylvain pour des questions, plus poussées. En tout cas, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je ne sais pas Sylvain si vous voulez rajouter, un mot de la fin? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, j'ai pas d'autres mots. J'espère que tout cela vous servira et pour toute question où vous seriez, un peu sur votre faim quant aux réponses que j'ai pu apporter, je peux comprendre, hein, n'hésitez pas, je suis disponible pour, tenter d'y répondre. Eh ben, un grand merci. Merci à vous tous aussi et puis, à très bientôt, dans de nouveaux webinars. À très Au bientôt. revoir, Merci bon après-midi beaucoup. Au à revoir. tous.